Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être reçu au sein de BNP Paribas par Pierre-Henri Avrin. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Un grand merci pour ton accueil et pour ta dispo dans un agenda que j'imagine bien chargé. Ouais, comme tout le monde, je crois. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, tu es directeur du recrutement et de la mobilité France au sein de BNP Paribas. Tu es membre du COMEX RH. Maintenant, tu ne fais pas juste de recrutement. On en a un petit peu parlé quand on a préparé cet épisode, parce que des fois, on prépare l'épisode, pas toujours. Mais là, on l'a préparé. Tu pilotes un système où recrutement et mobilité interne sont pensés ensemble pour que les collaborateurs, les collaboratrices évoluent plutôt que de tourner en rond, des fois, dans leur poste. Tu accompagnes, toi et tes équipes, parce que tu n'es pas tout seul, tu nous expliqueras tout ça, des milliers d'opportunités pro chaque année au sein du groupe BNP Paribas, des alternants au cadre, en cherchant à rendre réel ce que beaucoup appellent aujourd'hui seulement des fois des belles intentions. Donc vous le faites concrètement. Et ce qui t'anime, et tu vas mieux en parler que moi évidemment, faire du recrutement, de la mobilité interne, de tout ça, des leviers concrets d'employabilité, et pas juste des slogans RH, pas juste du marketing RH. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de creuser ensemble comment tu as pensé ça pour que ça fonctionne vraiment. Les mobilités internes, des KPI qui disent vrai, l'usage ou pas de l'IA, toujours sujet forcément d'actualité. En tout cas, encore bienvenue et un grand merci Pierre-Henri. Alors, avant de rentrer dans le cœur de nos échanges, tout le monde ne te connaît pas forcément. Tu as une belle et longue histoire au sein de BNP Paribas, mais j'ai envie tu nous expliques un petit peu tout ça et quel a été ton véritable point de bascule qui t'a fait choisir le monde du recrutement comme terrain de jeu principal. Ouais, bonjour à toutes et tous. Ravi de pouvoir un peu parler de ce qu'on fait chez BNP Paribas et puis rapidement de mon parcours. Alors j'ai pas toujours commencé par le recrutement et j'ai pas toujours fait du recrutement. C'est même plutôt récent en réalité dans mon parcours. Moi, je suis juriste de formation. Je fais mes études à Toulouse. Je crois que c'est ton cas aussi. C'est une partie de mes études, ouais. C'était sympa. Ouais, super, bien sûr. Il y a du soleil, il y a des beaux dégâts. Il y a plein de choses. Il y a du rugby. Ouais, t'es fan de rugby, toi. Ouais. On peut parler, mais ça risque d'être long là pour le coup. Donc j'ai fait un bac plus 5 de droit du travail et je suis monté à la capitale pour prendre un job chez Fortis. Alors que c'était pas encore BNP Paribas. Voilà, c'était une des antennes du groupe Fortis pour la France. Et donc là, j'ai eu des responsabilités de juriste, de relations sociales, un peu d'administration du personnel. Donc j'ai appris vraiment les hard skills de la RH à ce moment-là, avec un contexte où rapidement on a vu arriver le groupe BNP Paribas. Qui vous a à l'époque intégré, comment ça s'est fait ? Ouais, qui a racheté Fortis, qui a intégré Fortis dans ses équipes. Donc BNP Paribas Fortis aujourd'hui est un des gros pans de notre activité en Belgique. Et donc
J'ai à cette occasion-là, donc c'est aussi le fruit. Tu disais que j'avais un parcours dans le groupe, mais en fait dans le groupe il y a beaucoup d'entités, beaucoup de cultures, beaucoup de métiers qui font qu'à la fin on peut naviguer et voir en réalité des choses assez différentes et des environnements assez différents. Et donc après cette expérience chez Fortis, j'ai eu des responsabilités en relations sociales et en gestion collective dans une filiale du métier CIB, du métier titre de CIB. Où j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans là aussi, et où par la suite j'ai rejoint les fonctions centrales du groupe au sein de RH Group, donc la partie vraiment corporate de la RH en France, où là j'ai présidé une instance de représentation du personnel, une très grosse instance au niveau des fonctions centrales et des pôles des métiers. Toujours un peu dans le côté donc, juridique, social, etc. Là, c'était quasiment c'était du juridique et des relations sociales. Voilà. J'avais fait un peu de gestion collective au sein du métier titre, mais là on était vraiment sur la spécialisation à haut niveau sur la partie relations sociales. Et à cette occasion-là, je travaillais sur un deal d'acquisition d'une petite structure qui s'appelait Nickel et qui a été racheté par le groupe en 2017. Et il se trouve que quelques mois plus tard, après cette opération, j'en suis devenu le DRH pour en faire tout le scale-up sur la partie RH, la faire passer de 100 collaborateurs à 600 collaborateurs avec 3 nouveaux territoires et assurer la pérennité de l'entreprise, s'assurer que on allait et tout structurer d'un point de vue RH. Et c'est toi qui, dans votre mode de fonctionnement, a voulu aller vers ça, on te l'a proposé. Qu'est-ce qui t'a attiré dans une entreprise qui, effectivement, était peut-être un peu atypique par rapport à l'environnement de BNP Paribas et de vouloir creuser, effectivement, l'avantage d'une start-up dans un groupe structuré, etc. Ouais, alors c'est bien que tu le soulèves, puisqu'en fait, ça a permis de lever aussi et de changer ma position sur l'importance des RH dans les petites structures, puisque quand on m'a proposé ce rôle, quand on m'a invité à étudier ce rôle, je me suis demandé si j'avais fait une bêtise ou parce que c'était petit. Il y avait une centaine pour avoir fait les due deals, je savais qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient, et c'était dans l'image que je me faisais de la RH à cette époque-là, un petit rôle de RH. Et il a fallu que j'ai juste un échange avec les dirigeants pour me rendre compte que en réalité il y avait un terrain de jeu assez extraordinaire et que ça allait mobiliser beaucoup de ce que j'aimais faire en RH et la totalité du spectre des compétences attendues en RH sur un métier. Donc ça a été assez sensationnel comme expérience, extrêmement formateur. J'y ai rencontré des gens formidables. Et j'ai structuré toute la partie RH et assuré aussi que la dimension culture, à la fois des personnes, mais de l'exigence, des valeurs qu'on allait y mettre pour réussir, allait se poursuivre dans la durée et qu'on allait réussir, parce que l'entreprise avait toutes les raisons de pouvoir fonctionner. Les fondamentaux étaient là, mais maintenant il fallait la structurer et la faire agrandir. C'est ce que j'ai fait pendant à peu près 4 ans. Voilà. Juste dernière question sur Nickel, quand les candidats, les candidates postulaient chez Nickel ou vous voyez de la marque employeur de Nickel, ils imaginaient qu'il y avait BNP Paribas derrière ou pas du tout? En fait, est-ce que c'était un argument ou en fait c'était deux sujets ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'était absolument pas caché. Cela étant, il y avait une marque employeur qui était propre et qui s'était quand même un peu construite, il faut le reconnaître, comme étant une solution un peu alternative aux banques traditionnelles. Clairement, ouais. Et donc avec du coup une volonté de créer quelque chose qui était plutôt start-up, plutôt disruptif, plutôt atypique. Et donc il venait pas pour le grand groupe. Il savait qu'il y avait le grand groupe derrière, ce qui était quand même sécurisant. Ce qui est rassurant, ouais. Mais c'était des profils qu'on aurait vraiment trouvé plutôt sur des environnements de start-up de fintech, en mode scale-up. Ouais. Ok, très clair. Donc là, tu fais 4 ans au sein je fais 4 ans. de cette structure. Voilà, je rejoins, après avoir rencontré la DRH du groupe, Sophia Merlot, l'environnement à nouveau de RH Group sur des fonctions... cette fois-ci très managériale et avec un terrain de jeu très, très important, qui était de faire et le recrutement et la mobilité pour tout le groupe en France. Et donc un terrain de jeu assez magique avec
des équipes assez larges, à peu près 200 collaborateurs pour faire cette activité-là. Après que le groupe ait décidé quelques années auparavant de mutualiser ces activités de recrutement externe et de mobilité en une seule et même équipe, et donc en récupérant ces activités-là initialement dans les métiers, différents métiers du groupe. Et c'est là où c'est le poste que tu occupes aujourd'hui. On va venir un petit peu sur comment tu fonctionnes, les équipes, et puis votre culture de la mobilité interne, parce que je ne l'avais pas imaginé quand on avait préparé. Je voyais bien une culture du recrutement parce qu'on vous voit beaucoup, mais de savoir qu'il y avait autant de possibilités et comment vous êtes structuré. Mais toi, dans tes convictions RH, qu'est-ce qui t'a intéressé pour aller de postes qui étaient plutôt, on va dire, généralistes RH à la fin, en tout cas dans la dernière aventure, à un poste très vertical sur une expertise recrutement, mobilité interne, alors que t'es pas un bébé recruteur, t'es pas passé par des cabinets de recrutement, etc. Et je dis pas qu'il faut passer pour les cabinets de recrutement pour faire ça, mais en tout cas, tu n'avais pas cette histoire-là, tu n'avais pas ce background-là. Non, alors après, il y avait tu as raison, mais il y avait dans le rôle et cette mission de faire le staffing pour les différents métiers, une forme de modèle business de l'activité. En réalité, on allait opérer, et la mission était d'opérer pour le compte des métiers et des fonctions leur activité de staffing, comme l'aurait fait un cabinet de recrutement pour que les métiers ou les fonctions auraient directement sollicité. Et donc, tout le dispositif est construit aujourd'hui comme un modèle qui facture ses clients, qui mesure les niveaux de satisfaction de ses clients, qui pose des sondes aux différents endroits pour mesurer là où elle est performante, pas performante, assure de la relation client, avec, comme le ferait une grosse PM d'une certaine manière, avec une stratégie de faire porter la marque employeur à l'échelle de toutes ces entités-là. Donc là aussi, on peut mutualiser un certain nombre de compétences. Et à la fin, on rend compte de notre activité, on rend compte du niveau de satisfaction. J'ai des responsables de relations clients dont la mission est de s'assurer que les indicateurs sont bien, les volumes de commandes qui nous sont exprimés par les clients, qu'on appelle des clients, sont... certes internes, mais ça reste des clients, quoi. Ça reste des clients. Et donc, j'ai un PNL à la fin, j'ai une facturation, je sais combien je coûte, je sais combien je facture, etc. Et ça c'est, ça fait partie d'une dimension quand même un peu presque entrepreneuriale de notre fonctionnement qui, quand même, est très industrialisé du coup, mais avec cette volonté de faire du custom client. Ok. Alors, on va revenir sur pas mal de choses. Déjà, pourquoi vous avez fait le choix au sein de BNP Paribas d'avoir rassemblé recrutement et mobilité interne dans un même pilotage? C'est quoi pour toi le bénéfice numéro 1 et peut-être aussi le risque numéro 1 d'avoir rassemblé ces deux activités sur le poids d'une personne et d'une équipe derrière? Ouais. Alors, il y a énormément d'avantages. Un, c'est que quand on mutualise une activité, on développe une forme d'expertise et une forme de capacité à former, continuer, développer des expertises spécifiques à cette activité-là au sein d'une seule et même équipe, et d'avoir une force de frappe plus importante sur des activités un peu transverses liées au recrutement. Forcément, on a les budgets d'une organisation qui le fait pour la totalité des 300 métiers du groupe, et donc avec une capacité à être présent sur les différents canaux qui est plus forte et plus optimisée. Mais une des premières raisons, une des autres raisons, c'est de recevoir de manière centralisée les besoins qui sont exprimés par les clients et la capacité à y répondre au-delà de la seule connaissance qu'on a du métier dans lequel on est. C'est-à-dire qu'en réalité, si je suis un recruteur de tel métier dans telle activité, je vais très bien connaître ce métier-là, mais les solutions de mobilité, je vais les connaître pour les environnements du métier dans lequel je suis, mais je ne vais pas forcément avoir la connaissance des autres candidatures, des autres environnements, et connaître comment le marché fonctionne dans les autres. Donc c'est vraiment garant, et on a vu statistiquement des évolutions notables dans la transversalité des mobilités qu'on a pu opérer. Quand on est un grand groupe comme le nôtre, on fait des promesses autour de la transversalité de la mobilité. Vous pouvez vous rentrer dans un métier où il y a, dans un groupe où il y a 300 métiers. Enfin, il faut qu'à la fin, cette promesse, elle se traduise dans le fait qu'il y a des parcours en transverse qui sont nombreux, qu'on peut aller un peu chez Cardiff, un peu chez Arval, en repassant par le central, en allant après dans une filiale, etc. Donc, qu'on peut bouger géographiquement. Qu'on peut faire du retail, qu'il y a l'environnement CIB, etc. Donc tout ça, il faut s'outiller pour pouvoir
garantir cette promesse de transversalité. Et donc pour faire ça, il faut que les besoins qui sont exprimés par les métiers nous arrivent à nous, et que les candidatures sur ces besoins nous arrivent aussi à nous. Donc tout est centralisé aujourd'hui. Donc moi je suis un manager, je ne sais où en France. Je dois absolument passer par. Tout à fait. Je peux pas dire, allez, je m'en fous un peu, je vais appeler le cabinet qui a un copain à côté. Ça marche pas. Ça. On a la relation avec les cabinets quand on en a besoin. En fait, c'est à peu près 5% de notre société. Donc c'est pas anti-cabinet, mais par contre vous maximisez l'interne et maximisez la mobilité, j'imagine de toute façon. Tout à fait. Est-ce que je comprends? Donc c'est-à-dire que moi je suis manager, donc je passe par vous, et vous derrière. C'est vous qui tranchez sur le fait de recruter en interne, de recruter en externe, de passer par un cabinet s'il faut. Sur quels critères vous décidez? Exactement. Tu viens de spoiler une des troisièmes raisons fondamentales du modèle, mais c'est bien que ce soit du coup assez visuel. C'est que comme on a la volonté de privilégier dans notre politique RH la mobilité interne sur le recrutement externe, le fait de recevoir, nous, les besoins exprimés par les clients, par nos managers recruteurs, c'est nous qui savons si on a la connaissance et la capacité à sourcer en interne et assurer dans la totalité des collaborateurs qui sont en mobilité et qu'on identifie si on a une capacité à répondre à ce besoin-là. C'est parce qu'on fait ça qu'on a du coup une mobilité qui fait à peu près 70% de réponse à nos besoins qui nous sont exprimés en staffing. Un manager aujourd'hui, il ne nous demande pas un recrutement externe ou une mobilité. Il nous demande un rôle. Ok. Il nous demande un rôle. Nous, on a une équipe qui regarde le rôle au regard du track record, au regard des viviers, au regard de notre corps RH qu'on interroge pour savoir si on a des personnes en mobilité qui pourraient répondre. On sait, et on a maintenant la pratique, de savoir si on a une probabilité forte de réussir en interne, ce staffing, si c'est mieux de paralléliser en externe ou si c'est pertinent d'aller directement en externe parce que c'est plutôt un poste d'entrée, qu'en volume on a besoin d'y aller, etc. Donc on fait cet exercice d'aiguillage entre interne, externe ou externe direct. Et ça nous permet de répondre à 70% de nos besoins de staffing par l'interne. Et ça, c'est parce qu'on est centralisé et qu'on est dans ce format mutualisé, multimétier, qu'on peut répondre de cette manière-là. Ok. 70% sur un volume en 2025 d'environ combien à peu près? C'est entre 8 et 10 000 mobilités pour environ 3 000 recrutements externes. D'accord, voilà. Ouais, ok. Donc tu vois, les volumes aussi sont quand même, importants. Donc, j'imagine que tu n'es pas tout seul, tu as une petite équipe? Ouais, une petite équipe, une équipe de 200 collaborateurs à peu près, qui intègre donc vraiment ce front de recruteurs, des activités autour de la marque, autour de l'animation de la mobilité, puisque cette équipe-là qui fait cet aiguillage, elle est au sein de mon environnement. Et puis des équipes dites de middle office qui nous permettent de bien exécuter assez rapidement l'ensemble des décisions qu'on prend, que ce soit de l'interne ou pour la contractualisation. Ok. J'ai encore pas mal de questions. Du coup, c'est tout ça, les réponses amènent des questions. Je veux me mettre aussi à la place du persona, qui est qu'un collaborateur, une collaboratrice de BNP Paribas. Si j'ai envie d'évoluer en interne, je le dis à ma HR, je postule à un marché interne sur un job board interne, je sais pas trop comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est confidentiel? Est-ce que je dois le dire à mon chef? Comment est-ce que, pratiquement, vous encouragez, parce que vous la développez, mais j'imagine que vous l'encouragez, cette mobilité? Ah oui, on l'encourage et on considère que c'est un asset extrêmement précieux pour nous, pour l'employabilité de nos équipes, la capacité à tenir compte d'un marché qui peut être un moment compliqué, promettre et assurer... Ce qui est attendu très majoritairement par tous les collaborateurs de tous les environnements, c'est de pouvoir grandir, évoluer et avoir de la diversité dans son parcours. Donc, on a cette attention et donc on doit vraiment l'honorer pour ça. Et donc oui, quand on souhaite évoluer, on en informe son manager. Okay. Voilà, il n'y a pas de délai officiel, mais enfin, ça tourne selon le niveau d'ancienneté, à peu près à partir de 3 ans, 3-4 ans. Ouais, ce qui est logique. C'est pas non plus 15 jours, quoi. C'est un peu... C'est du bon sens aussi. Exactement. Puis ça peut dépendre du niveau de seniorité sur un rôle, etc. Donc là, on est amené à... On informe, et puis on peut s'abonner à notre job board interne sur lequel il y a
l'ensemble des offres qui sont publiées, qui sont donc celles qui sont exprimées par nos clients, avec des compétences, Donc ça, moi, en tant que collaborateur ou collaboratrice, j'ai accès. Ah, tout à fait. Ouais, À l'ensemble des offres. D'ailleurs, Ok. toutes les offres y compris celles qui sont à l'externe, se retrouvent sur le portail interne. Ok, il n'y a rien de caché, en fait. Il n'y a rien de caché. Mm. Et donc, on y postule, on a un processus. Ouais, ok. On est reçu par un de mes staffing business partners, un de mes recruteurs internes, qui font à la fois l'interne et l'externe, ce sont les mêmes, hein, Ouais. et qui font un process équitable avec des entretiens structurés pour retenir la meilleure des candidatures qui lui parvient. Et vous traitez candidature interne en prio versus des candidatures externes, ou je suis en compétition avec des candidats externes, par exemple? On n'est jamais en compétition. Il peut y avoir des processus parallèles, mais à la fin, il y a une priorité absolue pour l'interne. Oui, Voilà. d'accord. Donc de toute façon, on sera... Et généralement, on prévoit des délais où il n'y a qu'une période de publication interne. Ok. Et au terme de cette période-là, si jamais on n'a pas abouti en interne, on finit par ouvrir en externe. Donc ça discute en fonction du niveau pénurique du rôle, etc. Oui, et puis des effectifs, j'imagine, sur des nouveaux métiers, par exemple, très tech, cyber, data, etc. Vous en avez évidemment en volume dans l'entreprise, mais peut-être pas suffisamment par rapport aux enjeux, etc. Exactement, Ouais. exactement. Et donc là, vous n'avez pas le choix de passer à l'externe, de toute façon. Et donc là, on parallélise, etc. Et puis ça se cannibalise absolument pas, quoi. Ouais, ok. Dernière question sur ce sujet, parce que je l'ai vécu, moi j'ai travaillé, tu le sais, dans des grands groupes. On n'était pas aussi structuré, honnêtement, je pense, en mobilité interne. Par contre, on avait toujours l'effet de bord de certains managers qui essayaient de bloquer des candidatures internes parce qu'ils disaient ouais, j'ai un super profil, et là, s'il part, moi, je vais être mal pour le remplacer. Et vice-versa, des fois, j'ai un profil, bon, il n'est pas top, donc je proposerais bien qu'il bouge. Sans me citer de nom, évidemment, parce que ça n'a aucun intérêt, de toute façon, mais comment est-ce que vous gérez ce genre peut-être de managers qui voudraient d'un côté soit freiner les mobilités internes, soit au contraire les encourager, mais dans une posture pas forcément bonne? Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que c'est un marché, ça reste un marché, et il y a eu une vraie transformation de l'approche du staffing interne, du fait que ce soit un marché et qu'à la fin on reçoit des candidatures et c'est la meilleure qui est retenue. Donc à la fin, forcément, si un manager décide que telle personne, il faut mieux qu'elle soit en mobilité parce que d'après ce que tu dis, il vaut mieux qu'elle fasse autre chose, de toute façon elle va rentrer dans un processus et il vaut mieux l'accompagner et qu'elle soit au rendez-vous et de l'entretien et de la capacité à vendre son profil que l'inverse, parce que sinon elle va être plus en difficulté sur le processus. Donc, et à l'inverse, ce sur quoi on passe quand même beaucoup d'énergie avec nos managers recruteurs, c'est l'articulation avec les plans de relève dans l'organisation, puisque faire des plans de relève, c'est important, prévoir ce que les uns et les autres peuvent faire dans le métier, où ils peuvent évoluer, si potentiellement il y a des parcours qui peuvent être identifiés. Tout ça est très important et est fait par les équipes RH. Ouais. Et tracé, ça j'imagine. Et tracé, mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, ce plan de relève positionne des personnes sur un certain nombre de rôles, mais que le process à la fin se déroule quand même de manière totalement équitable et transparente. Quand on prépare quelqu'un à un rôle parce qu'on l'a identifié dans un plan de relève, c'est très important. Il y a une probabilité très forte pour qu'il soit retenu s'il a été préparé pour, mais il est important qu'il soit légitimé par un processus à la fin. Mais c'est une évolution par rapport à il y a quand même déjà d'autres organisations où le principe c'est j'ai identifié telle personne, je vais le prendre, c'est pas la peine de publier, machin. Bon, ça arrive un peu, puis des fois mais il faut que la majeure partie des staffings s'opère par de la transparence et de la publication, parce que c'est le fruit d'un marché et c'est ça qui crée le sentiment que le marché est fair play et loyal. Voilà. Ouais, et puis j'imagine que j'ai ma chance. Voilà. Ouais, et puis les managers qui sont un petit peu déloyaux, vous les repérez au bout d'un moment. De toute façon, vous connaissez vos hiring managers. Est-ce que vous accompagnez vos collabs aussi à évoluer en interne, parce que certaines personnes ont une facilité à candidater, puis sont très à l'aise, par exemple, dans un entretien, dans un process de recrutement. Puis on sait toujours qu'il y a des personnes qui sont de très bons travailleurs, qui sont très efficaces, qui sont super engagés. Par contre, ils vont peut-être pas être les meilleurs pour oser candidater ou se vendre. Toi, en termes de compétences, de réaliser un entretien de recrutement, par exemple, même en interne, c'est pas facile, un entretien de recrutement en interne. Comment est-ce que vous accompagnez pour que ça fonctionne, quoi, vraiment? Ouais, c'est un triptyque, parce que on a des partenaires
dans les métiers que sont nos RH, les équipes RH qui sont pas dans tes équipes à toi. Qui ne sont pas dans mes équipes, mais qui opèrent, qui sont des parties prenantes de la mobilité quand même, parce que ils font de la gestion de carrière, ils reçoivent, ils identifient les attentes et ils conseillent sur le champ des possibles, des rôles. Donc charge à nous de bien informer toute cette filière RH de là où on a des besoins, là où on recrute. Oui, du plan de recrutement que tu as en 2026, Exactement. 2027, 2028, etc. Exactement, des besoins de compétences qu'on identifie pour que eux puissent conseiller du mieux possible leurs collaborateurs qui sont amenés à gérer tout au long de leur passage chez eux. Et donc ça c'est important. Donc ce triptyque entre le manager recruteur, le RH et nous est absolument crucial dans la façon qu'on a d'animer la totalité du processus de mobilité. Il faut qu'on ait du flux de besoins exprimés, il faut qu'on ait des collaborateurs éclairés, il faut qu'on les informe des offres, il faut que les RH soient au courant des environnements où ça recrute, et pour que nous, on adresse le sujet de la sélection et de l'assessment de manière complètement transparente et fluide avec les candidats. C'est ça la beauté de ce modèle aussi. Voilà. Ok. Sur le déroulé d'entretien, vous travaillez avec des sujets type scorecard ou entretien structuré. Comment est-ce que vous évaluez les motivations, les soft skills, les hard skills de vos collabs? Alors ça fait... Parce que si vous venez comme un cabinet, entre guillemets, vous allez aussi sur ce terrain de jeu, j'imagine. Ouais, puis on est attendu pour notre expertise. Puisque c'est pas juste je le sens, je le sens bien. Exactement. Ouais. Et puis on a un nombre de... Donc oui, on fait des entretiens structurés, on le fait depuis plusieurs années, ce qui était tout à fait bien appréhendé par les candidats externes, parce qu'un entretien structuré, c'est structuré. Il faut aller, on reformule, voilà, on pose les mêmes questions à tous les candidats pour les mêmes postes, pour être sûr de comparer toujours de manière équitable. Et donc ça, c'était appréhendé et compris par les candidats externes. Pour l'interne, ça a été plus difficile. En tout cas, il a fallu expliquer pourquoi on faisait ça et en quoi ça apportait du fair play, parce que il pouvait y avoir une habitude de se dire on devrait quand même bien me connaître, puis je suis dans le groupe, j'ai l'impression de repasser un entretien de recrutement comme si c'était une étape pour rentrer dans le groupe. Et ça, maintenant, c'est mieux compris. Il a fallu communiquer sur le fait que c'était garant de l'équité dans le traitement des différentes candidatures, parce que comme tu le dis, il y a des gens qui peuvent être très à l'aise avec... Qui peuvent être pas super performants dans leur job, mais par contre très forts pour se vendre. Exactement. Et vice-versa. Ouais, et vice-versa. Et donc l'entretien structuré, il sécurise vachement ça quand même. Et il montre qu'à la fin, c'est la compétence qui drive le choix et qui est objectivée par un certain nombre d'indicateurs. Et quand on a autant de... On a la chance chez BNP Paribas d'avoir une attractivité qui est quand même forte. Alors on la travaille, on a des équipes qui font un effort, des performances exceptionnelles de ce point de vue-là, mais on reçoit 450 000 CV par an. Aujourd'hui, vous avez tout contrat confondu. Pour 3000 recrutements externes. Pour 3000 recrutements externes, pour 1500 recrutements de stagiaires, pour 2200 recrutements d'alternants, et puis pour nos 8000 mobilités. Voilà. Et je t'épargne les chiffres, les VIE, etc. qu'on adresse, et l'intérim qu'on adresse aussi. Mais donc sur ce périmètre-là, tout contrat confondu, 450 000 CV. Donc là, t'imagines qu'il faut être plus que rigoureux sur les choix que tu opères, comment tu les opères, pourquoi tel CV était de ce côté-là de la pile et pourquoi tel autre non, etc. Et dis-moi sincèrement, vous arrivez à répondre à tout le monde? On répond à tout le monde. Si jamais c'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un incident technique. On peut toujours jamais à l'abri, mais ça, je peux le garantir pour plus de 99% de nos... Bon, après, sur une entreprise comme la vôtre, vous avez les outils pour le faire, évidemment. Et puis, c'est le pendant de la notoriété. C'est que quand on est une marque comme BNP Paribas qui est hyper connue, on ne peut pas trop se louper là-dessus. En plus, potentiellement, vos candidats sont vos clients. On ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais c'est un sujet auquel je crois énormément. Vous avez aussi beaucoup d'engagements. Alors, je ne les connais pas vraiment dans le détail, mais pour les avoir vus, des engagements effectivement d'abord légaux sur l'égalité homme-femme, évidemment, mais aussi des engagements que vous prenez sur les seniors, que sur les alternants, les jeunes, etc. Donc ça, j'imagine que tu en es garant en tant que directeur du recrutement France.
Et comment aussi tu t'en assures en interne que les minorités, ou en tout cas qu'une personne qui est en interne, qui a par exemple 55 ans, 56 ans, puisse aussi évoluer en interne, toujours au sein de BNP Paribas, avec 30 ans d'ancienneté, par exemple, au sein du groupe. Ouais, là aussi, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de me dire. Voilà, le premier sujet, c'est que effectivement, on répond déjà à tout le monde, pas forcément de la même manière, puisque il y a des réponses sur. On fait passer un certain nombre de tests aussi à certains candidats externes, donc là qui peuvent être il y a réussir le test ou ne pas réussir le test, auquel cas la candidature s'arrête et il y a un message, mais je considère que c'est une réponse. Et puis il y a les réponses après les entretiens, qui sont quand même les importants et sur lesquels il est évident qu'il faut apporter une réponse, et on propose un échange pour eux si jamais il y a besoin d'une explication. Okay. Et donc ça, c'est dans l'expérience candidat, c'est juste quand même un must-have, et ça oui, on y est. Après, la deuxième partie de ta question... La deuxième question, c'était tout l'aspect, tous les engagements, on va dire, sociétaux qu'une banque, une marque comme vous portez, parce que vous le portez, vous l'affichez, et je dirais, au-delà des obligations légales qu'ont les grands groupes, voilà, bon, ça c'est chouette, les lois, machin, mais vous représentez aussi des clients qui sont aussi divers. Donc les candidats sont aussi divers, comme les clients. En tout cas, chez Groupama, tu vois, quand j'y étais, on avait aussi ce sujet-là. C'était de dire, nos clients sont divers, on doit aussi savoir recruter dans la diversité, dans les diversités. Comment tu t'assures que tout ça se soit bien piloté, autant en recrutement externe aussi, mais qu'en mobilité interne? Alors, en fait, quand on met la compétence comme étant le seul driver de décision, il y a un moment, tu vois... l'âge ou d'autres considérations ne peuvent pas rentrer en considération. Et donc, toute la structuration de nos entretiens, la façon dont les questions sont posées, la façon dont on score les réponses, la façon dont enfin, tous nos processus, qu'on fait d'ailleurs labelliser régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas dedans des biais, font qu'on minimise à l'échelle, enfin, sur des volumes industriels, il faut être absolument irréprochable. On minimise le risque pour que autre chose que la compétence ne rentre in fine en considération. Après, il faut aussi sensibiliser les managers recruteurs sur beaucoup de choses. Donc, on a différentes actions qui font qu'à la fin, on est labellisé. AFNOR sur l'égalité professionnelle, on a été un des premiers à l'aide. Vous êtes audité par de l'externe, là, pour le coup. Et on est audité par de l'externe, tout à fait. Donc, avec tous les challenges que ça comporte aussi. On pose des sondes aussi, nous aussi, à des endroits sur les tunnels de transfo pour voir s'il n'y a pas des formations entre ce qui rentre dans nos flux de CV et ce qui en sort en termes de genre, en termes de tous ces trucs-là. On arrive à monitorer à la fin, voir s'il y a de la déformation et s'il y a un moment, il faut intervenir. Après, ce qu'on cherche parfois à essayer de corriger des situations, je pense à l'informatique par exemple, où on a des décalages de genre entre très majoritairement masculin sur l'informatique, avec des ambitions d'un peu féminiser quand même cette fonction. On voit que le flux entrant de CV, lui, il est très largement masculin parce que les écoles d'ingénieurs statistiquement etc. Donc, ce qu'on essaye de faire, et on ne veut pas à la fin, et tout notre processus nous permettrait pas, et on ne le souhaite pas, de se dire finalement, je vais prendre plutôt une femme qu'un homme, etc. Parce que c'est la compétence qui va driver le choix. Donc, le moyen de travailler à la fois cet objectif de féminisation, c'est de faire rentrer dans le flux de CV plus de femmes que ce que le naturel peut être amené à pousser. Et pour faire ça, on développe des partenariats avec des acteurs associatifs ou privés qui savent adresser des sujets pour faire émerger un certain nombre de compétences féminines dans l'informatique pour les inciter du coup à postuler, et à la fin, on va se retrouver avec un flux qui va être corrigé, et il n'y a pas de raison de penser que quand le flux il est à tel niveau, il ne va pas à la fin dans la sélection s'opérer comme dans les mêmes proportions. Il y a des bonnes pratiques au sein de BNP Paribas dont tu es fier, que portent toi BNP Paribas et tes équipes? Tu te dis tiens, ça c'est top, et ça pourrait même être pour des RH qui nous écoutent, te dire c'est accessible, et pas qu'à l'échelle de BNP Paribas.
Ou est-ce que il y a des sujets où tu te dis, ça, c'est possible, même si toi, tu as un RH, tu es tout seul dans ta boîte de 200 personnes et tu peux y aller, tu peux oser y aller, quoi. Bah, déjà quand d'avoir aussi peu de réclamations, Ouais. honnêtement, hein, sur les volumes que je t'ai un peu indiqués. Qui sont monstrueux, ouais. Et de me dire que quand on discute avec des candidats sur des forums ou sur des choses, la démarche et ce qui est présenté en termes d'enjeux de diversité pour nous et les valeurs qu'on défend sont reconnues. C'est-à-dire que on est reconnu comme étant une organisation qui respecte la diversité. Ils voient un levier de performance, multiplie les partenariats avec des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. On est plutôt reconnu comme étant une référence sur ces thématiques-là. Et ça, c'est du travail. C'est des valeurs, c'est des convictions, mais ça se travaille. C'est un travail de terrain aussi. Hein. Ouais, absolument. Un travail de terrain. Justement, tu as parlé des jeunes, des alternants, des stagiaires. On sait que les politiques sont créatifs, on va dire, pour inciter puis remettre des bâtons dans les roues sur ce sujet, sans entrer dans les postures politiques parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Mais comment est-ce que toi, BNP Paribas, vous vous dites, ok, il y a eu des changements législatifs récents sur tout ça, mais vous continuez à vous engager sur du recrutement de jeunes, d'alternants pour staffer peut-être vos effectifs de demain. Je ne sais pas trop comment vous fonctionnez. Ouais. Alors nous ça fait longtemps qu'on croit à l'alternance notamment et au fait que c'est vraiment un processus qui est gagnant-gagnant pour nous, pour les jeunes, etc. Et que c'est un très bon levier pour rentrer sur le monde du travail. Donc on y croyait avant que ce soit très subventionné, pendant que ça l'était, ça l'est un peu moins. On continue à y croire. On voit bien par contre qu'il se passe quelque chose sur le marché avec ce petit retour en arrière. On voit des jeunes qui sont un peu plus en galère quand même. Ouais, parce que des entreprises ont baissé leurs ambitions de recrutement, pas parce qu'elles ne peuvent plus ou parce que voilà, pour plein de raisons. En attendant, on voit qu'il y a moins d'offres sur le marché et donc on a eu plus de CV nous du coup qu'avant et on a maintenu, et ça effectivement, on a maintenu le volume d'offres d'alternants cette année, plus de 2200. Donc oui, on maintient ces engagements-là. On a aussi créé notre propre centre de formation des apprentis, BNP Paribas B-School, et qui forme plus de 500 je ne savais pas. C'est à partir de quel type de profil vous recrutez dans cette école? Ça va du BTS au bachelor, en passant par le bachelor, et pour aller jusqu'au bac plus 5. Avec un diplôme avec un diplôme connu, etc. Okay. Donc sorti d'un bac, par exemple? Si je vais vers un BTS, on peut préparer un BTS, tout à fait. Ah ouais, et sortir sur un rôle de conseiller client ou avec un bachelor directement, conseiller en agence, etc. Donc, et c'est une source, bien sûr, c'est un vivier de recrutement. Mais par contre, c'est pas parce que je rentre dans cette école que je vais être absolument embauché par BNP Paribas. Alors, faut que je taffe, faut que j'ai mon diplôme. Exactement. Il faut avoir son diplôme, il faut être au rendez-vous, mais à la fin, c'est un peu le deal. Si tout le monde est au rendez-vous, il y a un CDI. Fait, quoi. Ouais, donc c'est hyper intéressant pour des papas ou des mamans qui nous écoutent. De se dire ça a pas mal de succès, après le bac on peut y aller, quoi. Exactement. Après il faut taffer, mais ça c'est je dirais comme dans toute école, il y a pas de mystère, quoi. Ok, on fait 5 diplômes et on en a 2 pour l'informatique. Ah aussi? C'est pas que conseiller commercial du coup? Non, c'est aussi pour l'informatique sur différents métiers. Il y a des besoins, que ce soit sur l'infrastructure ou le développement. On a 2 diplômes. Ah ouais, tu vois, je découvre. Il y a toujours des trucs qu'on découvre. Moi, j'adore ça. B-School by BNP Paribas. Ouais, mais je note. J'ai un fils ado. Donc, ça approche. Il vieillit. Quel conseil tu donnerais? Je vais parler un petit peu KPI. Mais j'aurais juste un conseil que tu pourrais donner à un RH d'une PME ou d'une petite ETI qui voudrait mettre en place la mobilité interne. Ce serait quoi tes 3, 4, 5 conseils, peu importe le nom, mais tes conseils que tu donnerais, toi, à un RH qui voudrait dire « Ok, moi j'ai envie d'aller vers de la mobilité interne et d'arrêter de penser que recrutement externe ». C'est un levier de motivation pour ces équipes et que c'est un levier de fidélisation de ces équipes et que à la fin, d'avoir des collaborateurs plus employables qui ont pu prendre des rôles nouveaux, qui peuvent... c'est que gagnant
de privilégier la mobilité, à la fois pour l'employabilité, la motivation, et puis pour les économies qui vont être faites plutôt que de recruter. Ça coûte cher de recruter. Et investir dans un collaborateur qu'on a déjà recruté, c'est quand même vachement mieux. Et en plus, il est plus fidèle et c'est vraiment gagnant-gagnant. Et donc, par contre, ça peut passer par des actes de formation, d'upskilling, de reskilling. Nous, on a aussi développé un dispositif qu'on a appelé Job Boost, qui est une forme d'alternance interne. Un peu ce qu'on fait pour... donc, je prends un job, mais pendant une période de 3 à 6 mois, je vais alterner des périodes de formation, vraiment pure formation, et des périodes de on the job où je prends le rôle. Tout en gardant mon CDI. Tout en gardant mon CDI, ouais. Ah ouais, donc ça c'est... Ouais. À organiser, c'est un peu sport quand même. Ouais, mais c'est vraiment de l'investissement en reskilling et en upskilling pour pouvoir prendre. Et là, les équipes aussi, ils trouvent leur compte. Puis c'est des gens qui connaissent du coup bien le groupe, qui arrivent aussi avec un bagage sur d'autres activités. Donc on fait des vrais sujets de reconversion avec ça, et on y croit beaucoup. Ok. Petit sujet indicateur. Tu m'as donné des chiffres de volume de candidatures. Tu m'as donné des chiffres de volume d'embauche sur les différentes formes d'embauche. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que tu regardes absolument? Toi, à ton niveau, quand tu as autant de volume de recrutement interne et de recrutement externe, autant de collaborateurs dans tes équipes, tu peux pas être dans le quotidien de tout, évidemment. Donc forcément, j'imagine que tu as tes tableaux de bord. C'est quoi les KPI qui sont pour toi clés et qui sont attendus aussi par la direction générale de BNP Paribas? Alors, on regarde, allez, si je devais effectivement, on en a beaucoup, Ouais. on en suit beaucoup, puis c'est important pour monitorer notre performance, mais les principaux, si je devais en citer 3, le premier, c'est le flux de CV quand même, parce que le flux de CV nous permet vraiment de savoir si on a des actions particulières à mener à tel endroit, ou si on est en manque de compétences, ou comment se comporte le marché par rapport à tel ou tel besoin. Donc ça, on le suit. Le nombre d'intégrations, puisque comme je te le disais, on est au service de nos clients, et donc on reçoit des commandes. Il faut qu'on voit comment le flux progresse sur l'année. Et puis il y a les scores de satisfaction. Des clients internes. Des clients internes. Et là, on les regarde à la fois de nos managers recruteurs. Ouais. On les regarde de nos candidats. Donc vous faites un NPS candidat aussi? On a des NPS candidats, candidats validés, candidats non validés. Et puis, on interroge aussi la filière RH sur la qualité de notre partenariat, l'efficacité qu'on a avec eux. Donc, vraiment, vraiment des indicateurs business. Ouais, comme vous le feriez pour les clients Exactement. Et on ajuste. De votre banque. Hein. Ouais. Et c'est plein d'insights, et pour nous, c'est ultra précieux pour progresser et savoir les endroits où on est perfectible. Il peut y avoir des endroits, et comme on le fait par métier, on sait qu'on peut avoir des endroits où le feedback, il faut être attentif, etc. Et parce que ça peut remonter ici ou là. Ok, très très clair. J'ai envie de parler un petit peu IA. L'IA est à toutes les sauces, avec ses plus et ses moins. Aujourd'hui, toi, quelles sont tes convictions autour de l'IA et du monde du recrutement et mobilité interne, pardon, et qu'est-ce que concrètement vous êtes dit, nous, BNP Paribas, là-dessus, l'IA nous apporte et on y va. Et peut-être, nous, l'IA, on ne l'utilise pas pour telle ou telle solution. Ce qui se passe autour Parce que tu dois être sursollicité, j'imagine, de boîtes qui veulent te vendre de l'IA. Ouais, j'ai eu le plaisir d'intervenir à une table ronde à ShareTech. On en parlait un peu tous les deux tout à l'heure, mais c'est invraisemblable le nombre de solutions qui sont proposées. Il y a une émulation absolument phénoménale. Après, il faut y voir les opportunités, et il faut aussi être très à l'affût des risques que ça peut représenter. Et donc, nous, on y va avec beaucoup d'intérêt, mais un grand sens des responsabilités. Okay. Et quand on voit tout ce qu'il est possible de faire à différentes étapes et différents processus, en fait, il y a beaucoup à regarder au-delà du sujet qui est le plus crispant, qui est celui de la sélection pure du CV, et puis l'IA qui invalidera telle candidature ou pas. Il y a beaucoup d'autres choses à adresser avant de se focusser sur ce sujet-là. Et donc nous, le choix qu'on a fait, la doctrine qu'on s'est faite là-dessus pour l'instant, c'est le choix final. Il y a toujours un recruteur derrière qui vient l'opérer. Et donc les gains qu'on peut faire,
les améliorations d'expérience, le temps gagné, tout ça, on le regarde sur l'ensemble des autres processus qui drivent un recrutement, et il y en a énormément, pour pas simplement regarder celui-là et se dire à la fin, nous, on a toujours un recruteur qui regarde. Donc, que ce soit en phase amont pour les tests, que ce soit sur le temps des comptes rendus, que ce soit sur les tâches un peu moins à valeur ajoutée pour nous, on regarde et on y va à fond. En tout cas, on regarde, on minute, on étudie, on voit les solutions qui existent, et on a copilote sur nos postes de travail. Donc là aussi, il y a un champ de possibles qui est très fort. On ne va pas sur la sélection finale. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on a décidé. Beaucoup d'autres acteurs font ce choix-là aujourd'hui. Il faut savoir que, en plus, ce sujet-là, il inquiète les candidats. Dès qu'on discute avec les candidats, et alors ils sont ambivalents sur ça parce qu'eux l'utilisent à fond. Mais ils ont peur et ils sont tous à peu près convaincus que de toute façon c'est déjà une IA qui valide ou pas. Donc non, chez BNP Paribas, c'est pas une IA qui va définitivement les mettre sur le côté sur le déclin de CV. Et donc et pour autant sur les comptes rendus, sur la rédaction des offres, sur la vérification de la cohérence éditoriale de nos offres, pour scanner ce qu'on y met, comment on va. Tout ça, c'est très très utile et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, on y va à fond. L'élément sur lequel on ne va jamais, c'est si je ne sais pas ce qui est fait et que j'ai besoin de l'expliquer. Aujourd'hui, un matching de CV fait par l'IA, même si on peut se dire c'était pas si mal, etc. Comment c'est opéré exactement le truc? Si je ne sais pas l'expliquer, je n'y vais pas. On doit être, nous, c'est un driver, être en capacité d'expliquer tout déclin de CV aujourd'hui qui est fait au sein de... Oui, se justifier auprès d'un candidat, on dirait, écoute, je sais pas trop, c'est l'algorithme qui a décidé que... Ça, c'est impossible, quoi. Ça, c'est impossible. Et puis, c'est irresponsable. Oui. Honnêtement, c'est trop important. On parle quand même de personnes derrière un CV. C'est pas un colis qu'on a acheté ou une pizza qu'on a commandé. C'est un enjeu important pour la personne. Sur sa carrière, sur un job, etc. C'est pas anodin. C'est intéressant que tu vois, t'es pas tout seul, et de plus en plus je l'entends avec des boîtes qui se disent ok, l'IA pour tout ce qui est, on va dire, back office, tout ce qui est pas en direct avec un candidat, ou j'entends même sur un direct avec un client, tu vois, si on va sur le côté business, ça on fait gaffe. Par contre, tout le reste, tout ce qu'on peut effectivement nous faire gagner du temps et qui n'a pas d'impact en soi pour l'homme ou la femme qui est un candidat ou un client, si on va sur une autre activité, ça on s'autorise à regarder, voir si ça nous fait vraiment gagner du temps, si c'est efficace, évidemment. Il ne faut pas que ce soit un gadget non plus. Mais sur un compte rendu d'entretien, aujourd'hui, on gagne 15 minutes. Ouais, mais tu ne fais pas le volume. Ouais. Mais après, si je ne sais pas expliquer comment mes prises de notes se sont transformées en compte rendu, c'est pas très grave, ça. Je veux dire, c'est pas ça qui conditionne le truc. De toute façon, le recruteur, il relit son compte rendu, il l'ajuste, il le modifie, il part juste pas d'une feuille blanche, etc. Donc ça, on y va à fond. On ne sait pas expliquer, mais c'est pas grave. C'est pas un enjeu de déclin, etc. Donc ça, c'est vraiment notre driver. Il y a des use cases autour du ranking, en revanche, qu'on est en train de regarder. Oui, ok. Ça, c'est pas de la sélection. C'est et c'est perfectible aujourd'hui. Hein. On peut se le dire. On regarde, on sait que ça peut être des choses intéressantes pour nous pour aller plus vite. Regarder des CV qui sont très bien rankés par rapport à un poste. Mais à la fin, il y a un recruteur qui regarde. Et ça, c'est vraiment notre credo. OK. Vous utilisez l'IA pour sourcer? Parce que du coup, tu as un volume je prends l'externe là pour le coup, de 450 000 candidatures, mais est-ce que néanmoins, vous avez besoin d'aller chercher des candidats qui n'ont pas pensé à vous? Et donc, est-ce que l'IA en sourcing est utilisée en externe? On est en train de regarder, d'étudier. C'est pas le plus prioritaire de nos besoins par rapport à ce qu'on vient de se dire, mais on a quand même des endroits où il y a des sujets de pénurie quand même. Il y a des trous dans la raquette. Bien sûr. On n'est pas... Déjà, il y a des sujets de marché, au-delà de BNP Paribas, et puis il y a des environnements où on n'est pas top of mind. Oui, vous n'êtes pas identifié comme l'employeur. Là, on a des enjeux de sourcing. On en a quand même, on a beaucoup de CV, on en a. Donc, si à la fin, des outils de type IA nous permettent d'avoir plus de bons CV, c'est super. Et ils rentreront dans le processus et ils seront regardés comme... Mais par contre, là l'IA sera en retrait, en tout cas, versus la personne. Exactement. Le sourcing, c'est un autre sujet. Exactement. OK.
Très, très clair. Aujourd'hui, tu vois le marché recrutement évoluer. Il a beaucoup bougé depuis le post-Covid. Entre 2021 et 2026, c'est passé plein de trucs, etc. C'est quoi ta vision à ton échelle de ce qui va se passer sur ce marché du recrutement? Est-ce que tu penses Là, le marché s'est un peu détendu. Il y a plus de candidatures. Il y a aussi malheureusement un petit peu un taux de chômage qui, même s'il n'explose pas, mais qui a quand même un peu remonté. Est-ce que tu penses qu'on est un petit peu, alors sans être un expert de l'INSEE, ni toi ni moi ne le sommes, mais est-ce qu'on va arriver un peu à un plafond et puis voilà, le marché va se réguler petit à petit, etc. Ou est-ce qu'on va revenir comme en 2021-2022 où c'était des fois un peu n'importe quoi sur le marché de l'emploi? Alors, on regarde, on suit pas mal d'études. Donc, effectivement, moi, je ne sais pas lire dans le mar de café. C'est difficile. Hein. Et c'est surtout, l'incertitude est quand même un maître mot en ce moment. Donc, c'est très difficile. Par contre, on regarde, on étudie, on fait des enquêtes, on mesure les niveaux d'attractivité, on mesure on voit des comportements aussi changer dans la façon dont on postule. Parce que dans l'évolution sensible du nombre de CV qu'on a eu l'année dernière, il y a plusieurs raisons. Hein. Ce n'est pas monolithique. Là. Il y en a une qui est liée à ce que tu décrivais sur le contexte de marché. Oui. Donc forcément, moins d'offres, plus de CV qui se répercutent sur les environnements qui continuent à staffer comme nous. Et puis, il y a aussi, pour une seule et même personne, une capacité à postuler qui est plus importante. Il y a quelques outils qui utilisent l'IA pour postuler à 300 boîtes en 3 minutes. Hein. Il y en a de plus en plus. Ouais. Et donc, donc ça participe aussi un peu de l'évolution. Il faut savoir bien adresser ça. Après, nous, on a une stratégie autour du digital, autour de la technologie. Donc, on sent qu'on a de plus en plus besoin d'informaticiens. Donc, on se positionne de plus en plus comme un recruteur tech. Et on fait du commerce. Et on fait du contrôle. Et on le fait en toute sécurité opérationnelle. Et donc, c'est ça notre fonds de commerce sur 300 métiers. Donc, il faut qu'on surveille en permanence que sur ces savoir-faire-là, ces compétences-là, il y a une capacité du marché à répondre. C'est aussi pour ça qu'on a des partenariats avec des écoles. On a plus de 300 partenariats avec des écoles partenaires pour faire connaître nos offres, s'assurer que nos besoins en compétences qu'on aura demain et qui seront des emplois demain sont bien ceux auxquels on prépare aussi les étudiants. Ok, très très clair. On arrive sur la fin du podcast. Je t'ai envoyé mes quelques questions traditionnelles. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y répondre pour le coup. Ça, c'est la seule question pour mes amis auditeurs que j'envoie toujours en avance. Comment tu réalises ta veille? Est-ce que tu as le temps déjà de réaliser une veille? Et comment est-ce que si tu as le temps, comment tu la structures? C'est quoi tes cadeaux principaux pour réaliser ta veille aujourd'hui? Ouais, j'ai quelques abonnements à des veilles assez soit spécialisées, soit généralistes. Donc ça, honnêtement, je survole et je le fais tous les jours. Et je participe, et ça c'est hyper utile, à des échanges avec des homologues. D'accord. Voilà. Ouais. Dans le milieu du recrutement ou dans le milieu de la banque? Dans le milieu du recrutement. Ouais, pas forcément bancaire. Pas forcément bancaire, d'ailleurs. Okay. Et donc, ça c'est une forme de veille et d'émulation qui est hyper intéressante. Donc, il y a un think tank auquel je participe et qui permet aussi de... Tu peux le citer si tu veux. Ouais, alors il y a on le fait avec L'Oréal, on le fait avec Danone, on le fait avec... des entreprises qui ont un volume aussi de recrutement, une notoriété forte, mais qui ont aussi des problématiques. Exactement, qui ont des problématiques différentes. Pas toujours les mêmes métiers que toi d'ailleurs, mais j'ai mis des métiers communs, j'imagine, mais aussi des différences. Non, c'est parfois des métiers très différents. Ouais. Et c'est marrant parce que déjà, et qu'on a des notoriétés qui peuvent être différentes et qui du coup adressent les sujets avec leurs particularités. Et donc, ça c'est intéressant. Puis ça permet aussi de se rendre compte que des fois, on n'est pas. Il y a vraiment des alignements. Sur les sujets d'IA, on voit que les grosses organisations. Elles font pas des choix délirants. Hein. Elles ont les niveaux de prudence que un peu. Elles y vont, mais pas quoi. Ouais, il y a une conscience de la responsabilité qui est quand même inhérente à certaines étapes du recrutement. C'est une évidence. Donc ça c'est plutôt rassurant.
C'est toujours un discours intéressant parce que quand j'en vois, moi, j'entends des HR Tech aller sur des sujets, je vais pas en citer, mais aller sur des sujets hier, dire ouais, on va tout casser là-dessus, puis notre cible, c'est la CAC 40. Mais je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, en fait. Parce que, déjà, par définition, vous êtes 40. Et donc, déjà, c'est une cible réduite. Et secondo, vous y allez, évidemment. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. D'ailleurs, même sur le milieu bancaire, vous ne pouvez pas passer à côté de l'IA aussi, j'imagine. Mais vous y allez aussi avec beaucoup de prudence. Et je pense que il faut faire attention au grand soir où tout va être révolutionné. Absolument. En fait. Ouais. Et puis on est très regardé. On est très regardé et régulé. Et donc, mais en plus, vous êtes dans un métier en plus particulier. Ouais. On ne peut absolument pas se permettre d'aller dans des zones troubles. Et d'ailleurs, on ne veut pas. Mais on constate qu'on n'est pas les seuls et qu'il y a une vraie responsabilité quand même de la fonction sur ces sujets-là. Et ça, c'est plutôt rassurant. Ok, un grand merci Pierre-Henri. Dernière question, si les gens ont envie de te contacter, etc. Plutôt LinkedIn, toi ? Ouais, LinkedIn. Ouais, tu réponds à mes messages. Sauf à tous les commerciaux qui veulent te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin. Ouais, normalement, je réponds à tous mes mails aussi. Je reçois tous les jours et j'y réponds. Ouais, donc, pas mal. C'est pas toujours simple. C'est une hygiène. C'est une hygiène. C'est vraiment pas toujours simple en ce moment. Donc, un grand merci Pierre-Henri. Un grand merci déjà de ton accueil, ta dispo. Et puis, nous a fait découvrir aussi un peu les coulisses. J'avais pas fait d'épisode, tu vois, moi, sur le recrutement dans un très grand groupe aujourd'hui. Des coulisses qu'on peut avoir et qu'on n'imagine pas forcément. En tout cas, moi, je l'imaginais pas forcément en termes de mobilité interne et de l'importance que ça peut avoir toujours en 2026, où souvent on parle. Je reviens un peu, mais les médias qui parlent que de volume de recrutement. Les volumes de recrutement, c'est bien, mais les mobilités internes, en fait, c'est 3-4 fois plus que vos volumes de recrutement. Donc c'est majeur, quoi. C'est une majeure de notre politique RH. Ouais. Un grand merci. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et puis à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcasts ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!